La limnologie se définit comme la science des eaux douces, de tous ces écosystèmes aquatiques continentaux, qu'ils soient stagnants ou courants, c'est-à-dire les lacs, les étangs, les tourbières, les estuaires, les rivières, les fleuves, les nappes, et bien sûr de tous les organismes que l'on va y trouver, qui s'y développent ou qui y vivent, de la flore et de la faune. Alors c'est intéressant de définir cette discipline au bord du Léman, puisque cette discipline, à l'origine, trouve ses racines près de ce grand lac, puisqu'elle a été définie par un savant suisse au XIXe siècle comme l'océanographie des lacs. Alors aujourd'hui, elle est passée d'une science de l'observation à une science de la gestion, de l'expertise, de la protection, de tout ce que la connaissance va permettre de gagner pour pouvoir, encore une fois, mieux comprendre, mieux gérer, mieux protéger ces écosystèmes. Depuis sa source jusqu'à la mer, l'eau continentale traverse des milieux très différents, au fonctionnement très contrasté. Ces systèmes interconnectés constituent ce que l'on appelle des continuums. Le River Continuum Concept, qu'on appelle aussi RCC, est finalement la première grande théorie sur le fonctionnement des cours d'eau, comme étant en fait un continuum qui irait de l'amont au niveau des sources d'un cours d'eau jusqu'à son estuaire en aval. À l'amont, on a généralement des cours d'eau de petite taille qui sont bordés par des arbres qui vont créer de l'ombre à la surface du cours d'eau. Et donc l'essentiel de la matière organique disponible pour le réseau trophique, donc pour la chaîne alimentaire, va être produite finalement par ces arbres qui, en perdant des branches, en perdant des feuilles à l'automne, vont venir nourrir en matière organique détritique ces cours d'eau. Puis plus on va aller vers l'aval du cours d'eau, plus la rivière va s'élargir, moins on va avoir d'arbres ou moins ces arbres vont avoir un effet important sur l'écosystème, jusqu'à disparaître complètement quand on arrive au niveau des zones estuariennes. En général, on n'a plus d'arbres et on va avoir exclusivement une chaîne alimentaire qui va être basée sur la production par photosynthèse. On comprend bien que le fonctionnement des écosystèmes évolue progressivement de l'amont vers l'aval. Cette continuité idéale est bien souvent perturbée par les activités humaines. Par exemple, la création de barrages qui installent des eaux dormantes là où circulaient auparavant des eaux courantes. De façon moins visible, les perturbations étudiées en limnologie sont souvent indissociables des apports du bassin versant, ce territoire qui draine l'eau du milieu terrestre au milieu aquatique. Si l'eau ruisselle et s'infiltre dans une ville, elle va se charger en suspension au cours de son trajet, en divers hydrocarbures, en suspension qui sont issus de la corrosion des matériaux constituant les toits, les gouttières, les routes, plus auxquels s'ajoutent les rejets liés à l'utilisation des eaux usées qui sont faites dans cette ville. Et donc au mode d'occupation ville correspond une certaine charge polluante en quantité et en qualité. Si l'eau ruisselle et s'infiltre sur des champs, la situation est un peu différente. Elle va forcément arracher quelques particules de terre, elle va dissoudre et remettre en suspension des substances utilisées par l'agriculture, que ce soit des substances fertilisantes, que ce soit des contaminants microbiens issus par exemple d'épandage de fumier ou des substances pesticides utilisées pour contrôler la culture en question. Il y a l'eau des villes, il y a l'eau des champs. Toutes les modifications de l'occupation de l'espace sur les bassins versants, comme l'artificialisation des sols au détriment des forêts, vont avoir un impact fort et durable sur les écosystèmes aquatiques. Ces modifications s'inscrivent aujourd'hui dans un contexte de changement global, c'est-à-dire d'évolution des activités humaines et de changement climatique. Tous les modèles de prédiction des changements climatiques dans les années à venir prédisent bien sûr une augmentation de la température, mais aussi une augmentation des événements extrêmes, des assecs prolongés, des périodes de sécheresse, des périodes de pluie. Mais si on veut pouvoir prédire les effets de ces changements globaux sur les fleuves et les grandes rivières, il faut les étudier dans les 3 dimensions de l'espace. Bien sûr, de l'amont vers l'aval, de la source jusqu'à la mer, mais aussi latéralement entre le chenal actif et les zones humides qu'il a fabriquées, et puis verticalement entre les eaux de surface et les eaux souterraines, dans les interstices des sédiments, dans le milieu hyporéique. Quels sont ces échanges entre ces différents compartiments? C'est bien sûr des échanges d'eau qui peuvent être fraîches, qui peuvent être chaudes. C'est aussi des échanges de nutriments et des échanges d'organismes.
Si on veut prendre un exemple de ces effets des changements climatiques, je pense que les peuplements de poissons qui vivent dans ces cours d'eau sont assez symptomatiques, puisque certaines espèces sont adaptées aux eaux froides et risquent de régresser dans les plaines et de ne se maintenir qu'au niveau des zones de montagne, par exemple la truite fario, par exemple le chabot. D'autres espèces qui profitent des sources d'eau souterraines pour trouver des spots d'eau fraîche en plein été, si ces spots disparaissent, vont elles aussi disparaître, comme l'ombre commun. L'évolution des écosystèmes d'eau douce est bien souvent peu perceptible à court terme. Des suivis long terme sont mis en place par des observatoires comme l'Observatoire des lacs alpins. L'Observatoire des lacs alpins, il a été initié dans les années 50-60 lorsqu'on a pris conscience des risques liés à la pollution qui arrivait dans ces lacs, en particulier la pollution au phosphore, et qui affectait évidemment la qualité de l'eau et les usages que l'on tirait du lac, usages en termes d'adduction d'eau potable prioritairement, mais aussi de pêche et d'activités récréatives. Donc le recul temporel qui est acquis maintenant grâce à ces suivis, il nous permet d'appréhender et de démontrer clairement qu'on peut gérer au niveau local ces lacs pour maintenir ces usages, et en particulier là il s'est agi de traiter les apports d'eau polluantes qui arrivaient au lac et effectivement d'aboutir aujourd'hui à une restauration très satisfaisante pour les trois systèmes que sont les grands lacs profonds, Annecy, Bourget et Léman. Donc à ces problématiques de pollution locale s'ajoutent maintenant les questions de l'impact du changement climatique, en intégrant une approche rétro-observatoire cette fois, qui permet, en analysant les archives que représentent les sédiments qui s'accumulent progressivement dans le lac et qui forment finalement une mémoire du lac, et bien ces archives nous offrent une fenêtre temporelle beaucoup plus vaste pour reconstituer la réponse des lacs sur des siècles, voire des millénaires. Certains milieux sont soumis à des fortes contraintes climatiques. Leur étude permet de mieux comprendre la réaction des écosystèmes aux changements globaux. C'est le cas des lacs de haute altitude, de petits lacs localisés au-delà de la limite supérieure des forêts. Sur ces lacs-là, les réseaux trophiques sont très très simplifiés et ce sont des milieux qui sont déjà très contraints d'un point de vue climatique. Le lac va être sensible à la moindre variation de l'environnement. On parle de milieux sentinelles sur ces lacs de haute altitude et donc ils ont un intérêt très très fort, notamment par rapport aux problématiques de changements globaux, mais plus particulièrement celles des changements climatiques. Ça a motivé la création notamment d'un observatoire de ces lacs de haute altitude, de ces sentinelles. C'est ce qu'on appelle le groupement d'intérêt scientifique Sentinelles, qui rassemble à la fois des scientifiques, mais aussi des gestionnaires des espaces protégés, et puis des usagers. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir quelle est la capacité de ces milieux-là à faire face à ces changements climatiques. Le compartiment qu'on regarde, c'est le compartiment planctonique, en particulier le phytoplancton, c'est-à-dire l'ensemble des organismes microscopiques, photosynthétiques. Ce sont des organismes qui sont très très réactifs aux variations environnementales, et donc ça va être des bioindicateurs du fonctionnement de ce milieu-là. Une attention particulière est prêtée aux cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques dont le développement massif et durable traduit généralement un déséquilibre de l'écosystème. Grâce aux espèces bioindicatrices, les chercheurs en limnologie développent des outils d'évaluation et de suivi qui vont pouvoir servir à la gestion des milieux d'eau douce. Les plantes aquatiques, en l'occurrence, passent 24 heures sur 24 et 365 jours par an dans la rivière. Donc elles savent, entre guillemets, très bien ce qui s'y passe. Donc l'intérêt d'utiliser un bioindicateur, c'est que c'est très intégrateur de tout ce qui se passe tout au long d'une saison ou d'une année ou de plusieurs années. On travaille beaucoup sur les bioindicateurs dans le cadre des outils nécessaires pour appliquer la directive européenne sur l'eau, pour laquelle on a besoin d'outils d'évaluation et d'outils de diagnostic qui soient applicables à large échelle sur l'ensemble du territoire national, et qui servent donc à orienter la décision pour la gestion et pour la mise en place des programmes de mesure et de restauration.
La gestion des écosystèmes d'eau douce révèle bien souvent des antagonismes entre préservation de la biodiversité et développement socio-économique. L'ingénierie écologique prend en considération ces conflits d'usage et permet d'orienter la gestion de ces milieux en mettant en évidence les services rendus par ces écosystèmes. C'est typiquement le cas de la restauration des zones humides et de leurs fonctions. Les zones humides comme les marais, les marécages, les prairies humides, les zones estuariennes, classiquement ils ont défini plusieurs fonctions. La fonction d'éponge, c'est des écosystèmes qui ont des sols particuliers qui absorbent l'eau. Donc quand il y a des pluviométries importantes, beaucoup d'eau, ça permet d'absorber de l'eau et donc d'éviter des inondations ou d'écrêter les crues. Et puis après, cette eau est relarguée pendant la saison sèche, ce qui permet aux rivières d'être alimentées en eau, même quand il n'y a plus de pluie. Ces zones humides ont aussi un rôle de rein parce que ça va stocker des sédiments, stocker des polluants et ça va permettre d'épurer ces eaux qui après vont continuer à circuler dans les rivières, dans les lacs. En complément des études réalisées en milieu naturel, des expérimentations en milieu contrôlé permettent de reproduire ou de simuler la plupart des conditions environnementales existantes sur Terre. Il s'agit là de tester des hypothèses et d'étudier des scénarios possibles. Nous proposons aux chercheurs des outils diversifiés allant de ce que nous appelons des microcosmes, des systèmes de petite taille en laboratoire, jusqu'à des modèles de lacs qui sont des systèmes artificiels de plusieurs centaines de mètres cubes avec une végétation diversifiée, des plantes, des macrophytes, des poissons, du plancton, etc. Et en passant par des systèmes de taille intermédiaire qui sont des systèmes de quelques mètres cubes ou quelques dizaines de mètres cubes dans lesquels nous pouvons faire des études assez précises sur l'impact des nutriments, des apports de matière en provenance du bassin versant ou sur l'impact de certaines perturbations environnementales sur les organismes des milieux aquatiques. Le fonctionnement complexe des écosystèmes d'eau douce a poussé les scientifiques à développer des outils qui prennent en compte un grand nombre de paramètres. Grâce à la modélisation informatique, il est possible de représenter, simuler, voire de prédire le fonctionnement de nombreux systèmes comme l'hydrodynamique d'un lac ou les interactions entre différents organismes. La modélisation va permettre de comprendre comment des perturbations, par exemple l'augmentation en nutriments, l'enrichissement, l'extinction d'espèces, ou la présence de pollutions qui vont affecter certaines espèces dans le réseau, comment ces perturbations peuvent se propager à l'ensemble de l'écosystème. La limnologie permet aussi d'étudier des écosystèmes tout à fait exceptionnels au sein desquels de nombreuses découvertes restent à faire. Le lac Pavin est un lac de cratère issu de la dernière activité volcanique d'Auvergne, il y a environ 7000 ans. En réalité, on a affaire ici à deux lacs qui se superposent l'un sur l'autre. Un lac de surface qui va jusqu'à 60 mètres, qui va se comporter de façon dimictique, donc qui va se mélanger 2 fois par an. Et puis plus en profondeur, un lac stable, qui est un milieu complètement anoxique, où on va trouver des virus très atypiques, jusqu'ici rapportés dans des milieux hyper salés ou dans des milieux plutôt très chauds. Et on a également trouvé des formes virales uniques qu'on n'a jamais trouvées ailleurs. Et donc ce milieu héberge un ensemble de micro-organismes qui en fait interagissent entre eux avec des produits finaux qui sont extrêmement intéressants comme le méthane ou d'autres produits qui ont un intérêt soit pour la biotechnologie ou alors un intérêt tout simplement pour la connaissance. La connaissance du fonctionnement de ces communautés microbiennes pourrait trouver des applications dans de nombreux domaines biotechnologiques, comme la lutte contre les pathogènes ou encore la fabrication de biogaz. Ce court-métrage de présentation de la limnologie a permis d'en cerner la définition. Si lacs et rivières en constituent la partie la plus visible et donc la plus connue du grand public, de nombreux autres systèmes sont également concernés. Tourbières, marais, rivières temporaires, eaux souterraines contribuent aussi à cet ensemble et à l'équilibre fragile général des eaux douces, c'est-à-dire à leur qualité, à leur productivité et bien sûr à l'expression de leur extraordinaire biodiversité. De la même façon, carpes, truites, grenouilles, mais aussi hérons, libellules, nénuphars et autres roseaux sont autant d'espèces aquatiques bien connues et nombre d'entre elles sont même inscrites dans notre patrimoine culturel et artistique.
nul n'y est insensible, et elles interviennent grandement dans la perception apaisante des paysages aquatiques, où diversité rime avec harmonie. Indissociables à ces systèmes sont les menaces et les pressions qui s'y exercent. Le changement climatique en est une, susceptible d'affecter, voire d'altérer les écosystèmes. Encore faut-il être capable de mesurer ces effets, de les quantifier, et de les évaluer en référence à des normes qu'il convient également de définir. Ces objectifs fédèrent l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur les milieux d'eau douce, dont on attend d'eux qu'ils interviennent et interagissent pour proposer des solutions en lien avec le contrôle et la gestion de la ressource en eau, la protection, voire la restauration du fonctionnement et des services rendus par ces écosystèmes aquatiques. Aujourd'hui, plus que jamais, la limnologie est une science moderne et engagée, une science au carrefour des défis multiples auxquels nos sociétés sont confrontées.